Plusieurs disent que l'écriture est le lieu de la solitude. Pour moi, non. C'est le lieu des connexions, le lieu de tous les possibles, qui n'a de limites que mes propres limites, limites que je repousse un peu plus à chaque livre que j'écris, du moins je l'espère. Même si je suis seule dans ma maison, au moment de l'écriture, le monde est là. Je le porte, je le sens, parfois dans mon dos, parfois autour de moi. Je suis au centre de ce monde et c'est là que j'écris. J'écris à une seule personne qui est devant moi. Qui est cette personne, cette entité, cette oreille, ces yeux, ce cœur? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est une entité bienveillante qui veut, tout comme moi, comprendre la réalité, comprendre la vie et la mort, comprendre la souffrance. Tout ce que je sais, c'est que c'est pour elle que j'écris. Après ces mots, je me lève et je marche. Ces 38 pas aller et 38 pas retour sont plutôt lourds quand on porte le monde. Le monde n'est plus gentiment autour de moi comme les moments où je suis à ma table avec des mots qui sortent sur le papier ou sur l'ordinateur. Le monde se bouscule, le monde veut, le monde en moi désire et je n'arrive pas à exprimer, à fouiller, à prendre forme. Il me harcèle, me fatigue et je le hais. Il me pousse à dire. Pour écrire, il faut la foi, il faut l'orgueil, il faut l'humilité. C'est pour tout ça que je ne travaille pas dans mon bureau, mais dans la cuisine. Trop de papier, trop de livres, l'orgueil en prend un sacré coup. Qu'est-ce que je peux écrire quand j'ai en face de moi Dostoïevski et ses frères Karamazov, Proust et sa recherche du temps perdu, et tant d'autres? Je vous l'ai dit. Pour déposer le moindre mot sur le papier, il me faut foi, orgueil et humilité à forte dose, à dose égale, sinon c'est le silence. Le silence et je dirais la solitude. Vous m'entendez parler, vous vous dites sans doute, quelle différence entre elle qui vient d'ailleurs et n'importe quel auteur qui vient d'ici? Vous avez raison. Je suis comme les autres écrivaines et les autres écrivains. Chaque écrivain porte en lui sa naissance et sa mort. Chaque écrivaine porte le masculin et le féminin. Chaque écrivain cherche à dire l'incompréhensible. Chaque écrivaine cherche le sens de la vie ou essaie de lui trouver un sens. Chaque écrivain est mu par des questions, ébranlé par sa fracture, animé par le désir, remué par quelque chose d'insaisissable. Chaque écrivain, chaque écrivaine doit trouver les mots des histoires pour agir sur sa blessure, sa fracture. La mienne est identifiable. Ma fracture s'appelle... Je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle a sûrement comme toile de fond l'immigration. Je me lève et je marche. C'est toujours ce que je fais quand je ne sais plus. Je vous l'ai dit, j'ai marché plusieurs fois depuis le début de ce texte, mais vous le dire à chaque fois, vous aurez fatigué. Ce que je ne vous ai pas dit, et que je pourrais tout de suite vous dire, c'est que j'ai épluché des pommes, je les ai coupées et je les ai fait cuire. Sentez-vous les pommes qui sont en train de cuire? En pensant à vous, je vérifie la cuisson, je touille parfois, je goûte aussi. En pensant à ce texte que je dois écrire sur l'identité, je me dis, mon Dieu, pourquoi ai-je accepté de répondre à cette invitation? Pour prendre le temps, sans doute. Le temps, pour nous
écrivant, migrant, vivant, c'est notre seule richesse. Première constatation, si j'étais restée au Liban, dans le village où je suis née, si je n'avais pas émigré à l'âge de 6 ans, je ne serais pas en train de faire cuire des pommes, mais des figues. Dans mon village, il y a très peu de pommes, mais beaucoup de figues et de raisins. Si j'étais restée là-bas, je ne serais pas en train d'essayer, je ne serais pas en train d'essayer d'écrire, et plus encore, un texte sur l'identité. Si je n'avais pas émigré, je n'aurais peut-être pas écrit. L'ébranlement vient-il de cette fracture du temps et de l'espace? Avant 6 ans, je parlais la langue de ceux qui m'entouraient. Je marchais pieds nus, je mangeais des figues et du raisin. Du jour au lendemain, je porte des bottes, j'entre à l'école sans connaître un traître mot de français et je n'ai plus mangé de figues. Dans les années 50, les figues, mais des pommes. L'ébranlement vient-il de cette fracture, de cette perte soudaine de tous les repères? L'écriture vient-elle de cette fracture? Mais fracture signifie aussi ouverture. Ce texte sur l'identité, je le ferai comme un bilan provisoire de ma vie et surtout de mon écriture. Je vis depuis plus de 40 ans dans ce pays et j'écris depuis 20 ans environ. Ça incite à réfléchir. Cette fracture symbolique que j'ai subie, je l'ai écrite sans en saisir toute la portée dans ma deuxième pièce, Les filles du 5-10-15. Je vais vous lire un petit bout. Est-ce que quelqu'un sait ou ne sait pas ce que c'est qu'un 5-10-15? Est-ce qu'il y en a qui savent, qui ne savent pas plutôt? Un 5-10-15? Il y en a qui ne savent pas, hein? Ceux qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, c'était un magasin, une espèce de dépanneur, un bazar. Alors, 2 adolescents travaillent dans le magasin de leur père, c'est le sujet. L'action se passe dans les années 60. Kaukab, la plus jeune, est en train d'enregistrer sa voix. La voix de... Cher papa, chère maman. Non, je ne peux pas dire ça, ça sonne faux en français. Je recommence. Ya baillé, ya aimé. Anna Kaukab. Tout ce que je vais vous dire, Amira va vous le traduire. C'est trop difficile pour moi de vous parler en arabe. Je sais seulement des mots de tous les jours, des mots pour boire et pour manger, mais depuis que je travaille ici, tout est différent. Même en français, je trouve ça difficile à dire. J'espère qu'Amira pourra me comprendre et traduire comme il faut. Ya baillé, ya aimé. Vous dites toujours qu'Allah est bon, que rien n'est grave, que tout va passer. Mais est-ce que c'est grave de faire une chose qu'on n'aime pas et continuer pareil? Toi, tu n'aimes pas le Canada et tu veux partir? Ya baillé, ya aimé. Pourquoi on est parti de notre pays? Pourquoi je travaille ici? Est-ce que je suis née pour travailler ici? Et un peu plus tard, elles sont toutes les deux collées à la fournaise, il fait froid. La plus vieille lui donne une orange à la plus jeune, elle joue avec distraitement et elle dit: dans les vergers de mon village, il y a du soleil à volonté. Dans les vergers de mon village, il y a des oranges à volonté. Dans les vergers de mon village, on a juste à les cueillir. L'orange tombe. On a juste à les ramasser. Orange, soleil, soleil, orange. Kaukab se colle au poil. Est-ce que tu y allais, toi, en cueillir des oranges? Moi, je ne me souviens plus. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je mange une orange, ça me fait penser au Liban. On en mangeait-tu tant que ça, des oranges? Amira: non. Kaukab: alors pourquoi est-ce que ça me fait toujours penser au Liban?
Les oranges te font penser au soleil et le soleil te fait penser au Liban. Kaukab. Ah oui. Sais-tu combien de jours de soleil il y a eu depuis le 21 juin? Non. 13. Pas vrai. Je te dis, je les ai comptés. Mais peut-être qu'ils ont raison, dit la plus vieille. Peut-être qu'ils ont raison. On serait mieux au Liban. Kaukab. Pour le soleil, oui, mais pour le reste? Amira. Pour le reste aussi? Kaukab. Ben oui. Tout est tellement mieux là-bas. Les montagnes sont plus hautes, la mer est plus bleue, les étoiles plus brillantes, la lune plus grosse, les fruits plus juteux, les légumes plus frais, la viande a plus de goût, les oiseaux chantent plus fort, les moustiques piquent moins, le paradis terrestre, quoi. Même les gens là-bas sont tous plus fins, ils ont tous plus d'honneur. Amira, ben voyons, c'est une façon de parler, les gens d'ici sont aussi fins et ont autant d'honneur. Kaukab, je sais bien, mais pas pour lui. Sharaf. Il a toujours ce mot-là à la bouche. C'est sûrement pour ça qu'il veut pas qu'on sorte avec les Canadiens français. Amira, il ne vous l'a jamais dit? Kaukab, mais il nous fait sentir, par exemple. À chaque fois qu'il a une fête à son club, il veut nous amener. C'est pour pratiquer l'arabe qu'il dit. Mais c'est surtout pour nous faire rencontrer des Libanais. Amira, puis... Kaukab, puis ils sont plates, prétentieux et laids avec leurs banananos et puis leurs gros genres. Ils parlent juste l'anglais par-dessus le marché. Amira, t'as rien qu'à apprendre? Kaukab, si au moins on nous avait mis à l'école anglaise en arrivant ici, on serait comme eux autres. Mais non, là on est toutes seules. Pas d'amis canadiens français, pas d'amis libanais, juste notre famille, perdue au milieu d'étrangers. En écrivant les... Entendez-vous? Oui. Bon. En écrivant Les filles du 5-10-15, je n'écrivais pas une pièce sur deux jeunes émigrantes, mais surtout une pièce sur l'enfermement, la victimisation, le temps et l'espace qui étouffent. Et j'avais l'impression que n'importe quelle personne claustrée dans sa cuisine ou dans un travail qu'elle n'aime pas pouvait prendre la place de mes protagonistes. Mais c'est en analysant cette pièce comme si elle avait été écrite par quelqu'un d'autre, analyse que j'ai dû faire pour mon mémoire de maîtrise en théâtre, que j'ai vu qu'un immigrant, ou plutôt un enfant d'immigrant, n'est pas une personne comme une autre, surtout en ce qui concerne la langue ou les langues et son lien avec le passé. Même si j'avais écrit la pièce directement en français, je ne sais pas écrire l'arabe, j'étais étonnée de voir qu'il y avait une 50aine de mots arabes parsemés à travers le texte et que ces mots ou locutions étaient employés dans 3 situations différentes. Pour parler à la mère et au père, personnages hors scène, dans la situation d'urgence puisqu'elles vont finir par brûler le magasin, et pour les mots intraduisibles. Cette analyse de 60 pages m'a fait comprendre bien des choses, surtout sur la langue et le lien avec le passé. Voici l'extrait. En analysant la langue, en utilisant la langue arabe, les 2 personnages sont continuellement confrontés à un système de pensée qui n'est plus tout à fait le leur. Pourtant, elles ne peuvent que l'employer puisque cette langue fait partie d'elles, de leur moi intime. L'immigration les ayant mises en présence du système de pensée occidental auquel elles doivent faire face quotidiennement, Amira et Kaukab glissent d'un système à l'autre, mais leur moi intime reste dans le camp oriental. Non seulement la dichotomie culture orientale, culture occidentale est ici présente, mais il y a également la dichotomie concernant la culture orientale elle-même. D'une part, le lien viscéral avec leur langue maternelle est intégré, et d'autre part, le lien manifeste aux valeurs socioculturelles, sharaf par exemple, léguées par leurs parents en pays d'adoption, n'est pas assumé à cause de la présence du monde extérieur, de ses lois, de sa culture. Donc, même leur langue maternelle ne leur appartient qu'à moitié.
En ce qui concerne la langue française qu'elles ont apprise en arrivant, même si elles la parlent avec aisance, on voit qu'elles n'arrivent pas à s'exprimer totalement dans cette langue, puisque pour des sentiments profonds, elles ont besoin de l'arabe, qui pourtant les renvoie à un passé, à une culture auquel elles ne peuvent s'identifier qu'à moitié. Fin de la citation. Comme vous avez pu le constater, les personnages ne sont pas seulement coupés en deux, comme on le dit fréquemment pour les enfants d'immigrants, mais elles sont coupées en 4. Y a-t-il un psy dans la salle? Entre 1989 et 92, j'écris Jeu de patience, une pièce sur la guerre, une pièce douloureuse, sur la guerre du pays de l'enfance. Mais je m'aperçois après coup que c'est une pièce sur l'identité. Comme me disait ma sœur Sarah, d'ailleurs Sarah qui est en train d'écrire une thèse de doctorat sur la langue maîtresse versus la langue maternelle, nouveau concept qu'elle a développé à la maîtrise et qu'elle poursuit au doctorat. Elle me disait, toi, tu écris toujours sur le thème de l'identité. Facile à dire, mais moi j'écris avec des personnages, j'écris des personnages de fiction qui vivent leur vie dans une situation donnée avec des problèmes à résoudre, des conflits à dénouer, mais c'est de l'intérieur vers l'extérieur que je procède et non pas le contraire. Mais ma sœur a raison, je n'ai juste à vous lire une scène de jeu de patience pour que vous soyez tous d'accord avec elle. Jeu de patience, c'est la rencontre, la confrontation entre deux femmes. L'une a vécu la guerre comme tous les immigrés à travers les journaux, la télévision, à travers leur impuissance et leur culpabilité. Et l'autre, sa cousine, qui vient d'arriver avec ses enfants, elle a réellement vécu la guerre et elle y a même perdu son enfant. Cet enfant qui rôde à travers la pièce et qui va devenir petit à petit le personnage central du livre que Monica Ocab veut écrire depuis 15 ans. Monica Ocab fixe longuement la mer. La mer. Tu me regardes comme si tu voulais m'avaler, Monica Ocab. Ce petit tapis, tes yeux d'intraterrestre, la mer. Quoi, qu'est-ce qu'ils ont mes yeux, Monica Ocab? Depuis le jour où je t'ai vu à l'aéroport avec tes 4 enfants et ce petit tapis que tu tenais tellement serré, depuis ce jour-là, je n'arrive pas à m'en débarrasser, la mer. Pourquoi tu veux t'en débarrasser, Monica Ocab? C'est juste une façon de parler. Je veux. Ça fait 15 ans que je veux écrire là-dessus. La mer. Écrire sur mes yeux et sur le tapis. Ça va être un beau livre. Monica Ocab. Pourquoi je te parle de ça? Ça ne t'intéresse pas de toute façon, la mer. Tu as raison, ça ne m'intéresse pas. Si tu arrivais à faire revivre les yeux de Samira, ne serait-ce qu'une minute, je te dirais oui. Sinon, Monica Ocab. Je ne suis pas magicienne, ni Efrita, ni Génia. La mère. Afrit et génie, tu en connais des moras. Je pensais que tu ne te souvenais que de Nushkur Allah. Monica Ocab. Je lis Les 1001 nuits en ce moment. Il y a des mots intraduisibles. Si j'arrivais encore à rire, je rirais. Tu apprends notre langue à travers une traduction des 1001 nuits. C'est le fun à mort, comme diraient mes enfants. Tu vois, ils n'ont pas perdu de temps. Ils reviennent tous les soirs avec des expressions nouvelles. Pendant que moi, je regarde la neige et que toi, tu lis Al-Flayli ou Layli en français, mes enfants emmagasinent une culture étrangère qui deviendra leur culture. Rien à voir avec moi, ni avec leur père, ni avec leurs grands-parents. Ils vont tout oublier. Monica Ocab. Les marques de l'enfance sont indélébiles, la mère.
Ils vont oublier quand même. Le sang ne se change pas en eau, disaient les vieux. Il ne se change pas, non. Il se dessèche et meurt. Qu'est-ce qui te reste à part ta boule? La mémoire du ventre est tenace, mais pour le reste, Monique Kaukab, je connais une chanson que ma mère chantait en pleurant. Je connais des mots. Sharaf, haram, ma'alesh, bukra, nushkor Allah, lesh, ma ba'rif, bledna, bed, badi ekol, badi nem, badi maï, badi mout. Je connais l'odeur de la terre, l'odeur de ma mère, la solitude de ma mère. Rien. J'ai rien. Rien d'autre. J'ai tout appris ici. Ici, j'ai appris l'hiver comme on apprend le calcul, avec des doigts gelés. J'ai appris à disparaître, à me fondre, à oublier. Je gagne ma vie dans une langue empruntée, une langue où je ne peux pas crier. Les cris n'ont pas le même son, ni la plainte. Ce qui me fait pleurer les fait rire. Ce qui les fait pleurer me fait rire. Je me suis adaptée, j'ai réussi, j'ai écrit ce qui leur plaît. Les droits d'un seul de mes livres feraient vivre au moins 3 villages d'Afrique ou d'Asie. J'ai écrit la surface des choses pour endormir, pour bercer, pour plaire. J'ai écrit pour m'endormir, pour oublier. J'ai écrit en repoussant ma mémoire dans le fond de mon ventre. J'ai emprunté une langue et j'ai prêté mon âme. J'ai vécu entre le déchirement de la mémoire et le déchirement de l'oubli. Comme vous voyez, les personnages ont vieilli. Kaukab est devenue Monique Kaukab. Elle a choisi la langue française. Le français est devenu par choix sa langue maîtresse, comme dirait ma sœur. Mais son émotion première, celle de la langue maternelle, n'est pas tout à fait rapatriée. Le sera-t-elle jamais? La douleur est encore là, douleur exacerbée par la guerre du pays de son enfance. Son identité est en bataille, tout comme son pays d'enfance est ébranlé. À un moment donné, Monique Kaukab est comme une noyée qui essaie de s'accrocher. Elle dit « Non, non, je n'arrive plus à respirer. C'est mon pays d'enfance, moi aussi. C'est mon enfance, moi aussi. Mes pieds courent encore là-bas sur la terre rouge. Je dois les couper à jamais ou les revisser à mon corps si je veux vivre. » Identité ébranlée dans les filles du 5-10-15. Les personnages sont des adolescentes. Identité en bataille dans Jeu de patience. Les personnages sont dans la quarantaine. Identité en mouvement dans Apatride. Les personnages sont dans la soixantaine. Et puis, identité qui touche à l'essence de l'humain, qui embrasse l'humanité entière dans Le bonheur à la queue glissante, mon premier roman, Dounia à 75 ans. Je viens de m'apercevoir en écrivant que l'évolution de mes personnages va de pair avec leur âge. Comme quoi le temps. Sauda, dans Apatride, elle a revissé ses pieds à son corps. Elle a fait le deuil, ce qui l'amène à pouvoir faire un vrai choix. J'ai écrit Apatride entre 93 et 95 suite à un retour réel au pays de mon enfance. Avec Apatride, pièce non encore publiée, mais qui a été présentée à la radio de Radio-Canada en anglais et en français, coast to coast, comme ils disent, je considère que ce cycle d'écriture dit migrant était clos. À propos d'écriture migrante, au Québec, quand je suis invitée en tant qu'auteur qui vient d'ailleurs. Je représente l'écriture migrante. Quand je suis invitée ailleurs, en France, en Belgique ou ailleurs, je suis une auteure québécoise. Je représente l'écriture québécoise. Après Apatride, je n'écrirai plus jamais dans la douleur comme avant.
La douleur a été remplacée par la joie, parfois le bonheur, parfois l'odeur de la pomme dans toute la maison. 5 livres pour y arriver. Le temps. Apatride, un homme et une femme, séparés par l'exil, se retrouvent 40 ans après s'être quittés au cœur de leur histoire d'amour et de leur pays détruit, au cœur de leur pays détruit par la guerre. Walid, 60 ans, est un émigrant qui est parti de chez lui sans choix, sans réel, sans avoir choisi vraiment, et qui reste encore suspendu dans l'espace et dans le temps. Saouda, par contre, a fait un choix réel. Elle est apatride par choix. Le temps et l'espace lui appartiennent. Walid. Et toi, tu les as revues, tes montagnes, Saouda? Non. J'ai vu beaucoup de montagnes depuis, ailleurs, aussi belles, sinon plus. J'aime les montagnes, Walid. Toutes les montagnes ne sont pas tes montagnes, Saouda. Tout ce que je regarde et que je trouve beau, tout ce que j'aime est à moi dans l'instant où je le regarde et que je le trouve beau et que je l'aime. Mon pays n'est pas une terre, Walid, ni une montagne. Mon pays, c'est ce corps qui a fait le chemin avec moi, qui souffre quand je souffre, qui rit quand je ris, qui jouit quand je jouis. Il a mal aux os quand j'ai mal, il perd ses dents quand je les perds. Nous vieillissons ensemble, nous mourrons ensemble en emportant ce que nous avons vécu, en ne laissant aucune terre en héritage, ou peut-être toutes les terres. Et un peu plus loin, Saouda est déchaînée, elle s'amuse et elle fait la folle. Saouda. Stones, sands, earth, and you, my picking, you purple plant, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, Al-Lurra, la langue belongs à ceux qui la parlent, terra à ceux qui l'arrosent, la beauté appartient à ceux qui la regardent, les idées à ceux qui en font quelque chose. Mi amigo, l'exil, c'est la règle et non pas l'exception. It's a must, my friend, my baby. Ya waladi, assumer ton exil. Assumer ton exil, c'est accepter de naître. Serendipity, vous les chanceux, les exilés, vous avez reçu un coup de pied divin dans le cul. God damn it, profitez de la grâce. La seule justice sur terre, c'est la beauté. J'espère qu'en parlant de moi, j'ai parlé de vous. Merci.